Alors nous sommes maintenant dans la partie grand 5 où nous allons calculer l'accélération du point B dans le référentiel R, le point B appartenant toujours au solide S. Donc ici, j'ai représenté la formule que nous avons démontrée dans la partie précédente et je vais partir de cette formule pour démontrer ici l'expression de l'accélération. Alors, je rappelle la formule de la dérivée vectorielle. du sur dt dans R, c'est égal à du sur dt dans S plus oméga de S par rapport à R vectoriel U. Donc je vais utiliser cette formule ici qui va apparaître sur l'écran comme rappel pour faire le reste de mon calcul. Alors ici je vais tout dériver dans R et puis on va voir justement ce que ça donne ici. Alors, je vais donc avoir la dérivée du point B appartenant à S dans R qui va être égale, alors ici je vais le faire comme ça, qui va être égal à d de VA appartenant à S par rapport à R sur dt dans R, plus la dérivée de cette expression ici, oméga de S par rapport à R, vectoriel à B. Et on va voir ici, c'est cette expression-là qui va surtout être importante à calculer, parce que ça, je vais pouvoir poser que c'est l'accélération du point B dans R, ça, c'est l'accélération du point A dans R. D'accord ? Donc je vais me retrouver ici avec l'accélération de B appartenant à S dans R, qui est égale à l'accélération de A appartenant à S dans R, plus ici, alors la dérivée de ce produit vectoriel, ça se fait comme une dérivée normale. Donc je vais avoir ici la dérivée du vecteur oméga dans R vectoriel à B, plus oméga de S par rapport à R fois vectoriel ici, la dérivée de AB dans R. Donc là, tout est exprimé, il ne va plus me rester ici qu'à exprimer la dérivée de AB dans R, et c'est là que je vais utiliser la formule classique de dérivée vectorielle que l'on avait précédemment. Alors le vecteur AB, lui, il appartient au solide S, d'accord, ça il ne faut pas l'oublier. Donc quand je vais dériver AB sur dt ici dans S, ça va donner le vecteur nul. Ok ? Donc je vais me retrouver ici avec l'accélération de A appartenant à S dans R. Plus, alors ce terme-là, du coup, je ne peux pas l'exploiter plus pour l'instant, il faudra le calculer. Et enfin ici, dans un premier temps, je vais réinjecter la formule de la dérivée vectorielle pour ce vecteur-là. Donc si je remplace, ça me fait la dérivée de AB sur dt dans S, plus oméga de S par rapport à R, vectoriel AB. Mais les points A et B appartenant au solide S, le solide S étant indéformable d'après nos hypothèses, je vais donc avoir ceci qui va être égal au vecteur nul. D'accord ? Je vais donc arriver ici à l'expression finale de mon accélération. C'est l'accélération du point B appartenant au solide S par rapport au référentiel R. C'est l'accélération du point A appartenant au solide S dans le référentiel R, plus du coup le terme de dérivée de oméga vectoriel à B, plus ici oméga de S vectoriel. Alors là, bien faire attention aux parenthèses, hein, le produit vectoriel, il n'est pas associatif, donc la position des parenthèses est vraiment très importante ici, hein, d'accord ? Donc les parenthèses, vous les avez bien pour le deuxième produit vectoriel, mais ça ne veut pas dire que vous pouvez changer la position des parenthèses, d'accord ? Donc ça, il faut vraiment y faire très attention ici, le produit vectoriel n'est pas associatif, ok ? Et voilà, donc je me retrouve ici avec l'expression du vecteur accélération, l'accélération du point B, fonction de l'accélération du point A, de la dérivée de la vitesse de rotation, plus ce terme ici. Donc ici, si je veux calculer une accélération, du coup il vaut mieux repartir de la formule de la vitesse et refaire tout le calcul au cas par cas lorsque vous êtes dans un exemple bien précis. Donc voilà pour ce grand 5, on va passer maintenant à tout ce qui est composition des vitesses et on va voir que c'est très utile lorsqu'on a justement plusieurs référentiels qui interviennent dans un mécanisme.
Alors, dans cette partie grand 6, nous allons voir la loi de composition des mouvements. Nous allons tout d'abord commencer avec la loi de composition pour le vecteur vitesse de rotation. Alors là, je vais utiliser plusieurs repères pour justement faire ma démonstration. Alors, admettons que je veuille d'abord dériver un vecteur dans un repère d'indice i-1. Sa dérivée, ça sera par rapport à un vecteur d'indice i, plus oméga de i-1 par rapport à i, vectoriel u. Donc là, c'est i-1, i par rapport à i-1. Ok? Donc si je continue ici, je vais avoir le vecteur dans le repère i-2 qui va être égal à la dérivée dans le repère i-1 plus oméga de i-1 par rapport à i-2 vectoriel u. Et ça, je vais continuer jusqu'à ce que j'arrive du coup à un repère d'indice 0. D'accord? Donc je vais me retrouver ici avec la dérivée du vecteur dans le repère 0 qui est égale à la dérivée ici du vecteur dans le repère 1 plus oméga de 1 par rapport à 0 vectoriel u. Voilà. Maintenant, ce que l'on observe, c'est que si je fais la somme de tous ces éléments ici, d'accord? Donc là, c'est l'indice 1. Je vais me retrouver en fait avec les i-1 qui vont se simplifier, les i-2 aussi, etc. D'accord? Donc ça veut dire qu'à la fin, il va me rester la dérivée du vecteur u dans le repère 0, la dérivée du vecteur u dans le repère i, et puis ici, la somme de tous les oméga. D'accord? Donc ça veut dire que si je somme toutes ces lignes ici, je vais donc avoir les termes ici qui vont se simplifier, et je vais me retrouver avec du sur dt dans le repère 0, qui est égal à du sur dt dans le repère i, plus la somme de tous les oméga. Donc je vais avoir oméga de i-1 par rapport à i, plus oméga, pardon, là c'est oméga de i par rapport à i-1, plus oméga de i-1 par rapport à i-2, jusqu'à oméga de 1 par rapport à 0, vectoriel u. Voilà. Et ici, en fait, ce que je remarque, c'est que j'ai la somme des vecteurs vitesse de rotation pour chacun des repères. Je repasse du repère i à i-1, de i-1 à i-2, etc. jusque 1 par rapport à 0. Donc ça, c'est la loi de composition pour le vecteur vitesse de rotation. Donc je répète, j'ai utilisé ici différents repères. Je suis parti d'un indice i-1 et je suis descendu jusqu'au repère 0 qui serait mon repère d'origine. J'ai appliqué la formule de la dérivée vectorielle. Je vois que si j'additionne toutes ces expressions, je vais avoir des simplifications de cet ordre-là qui vont s'opérer. Et donc je vais constater qu'à la fin, il va me rester la dérivée du vecteur u dans le repère 0, la dérivée du vecteur u dans le repère i, et la somme des vecteurs oméga. Donc le résultat que j'ai ici, c'est la loi de composition du vecteur vitesse de rotation. On va s'occuper maintenant de la loi de composition du vecteur vitesse v. Alors point numéro 2, maintenant on va voir la loi de composition pour le vecteur vitesse. Alors ici j'ai représenté deux repères, un repère R0, un repère R1 dans lequel bouge le solide S et on va s'occuper d'un point M de ce solide S. Je vais donc avoir ici le vecteur OM qui va pouvoir se décomposer en un vecteur OO1 plus O1M. Voilà, donc c'est-à-dire que si moi je veux la vitesse du point M appartenant à ce solide S dans le repère R0, ça veut dire que je vais étudier comment évolue ici dans le temps le vecteur OM. D'accord? Donc ça veut dire que ici je vais arriver à dériver OM sur dt dans le repère R0. Ça va donc être la dérivée de OO1 sur dt dans le repère R0 plus pareil pour le vecteur O1M. Voilà. Une fois que je suis rendu là, je vais commencer à utiliser la formule de la dérivée vectorielle et je vais l'utiliser surtout pour le vecteur O1M. Si j'utilise pour le vecteur O1M ici, je vais me retrouver ici avec la dérivée de O1M dans le repère R1 plus oméga de R1 par rapport à R0 vectoriel O1M. D'accord?
Donc ça va être la vitesse du point M appartenant à S dans R0. Vitesse du point M appartenant au solide S dans R0. Qui va donc être ici égale à la vitesse du point M appartenant à S dans R1. Donc tout cet élément-là, c'est la vitesse du point M appartenant à S dans R1. Plus, alors, les deux termes que je n'ai pas encore utilisés. Donc je rappelle que l'élément que j'ai ici, je viens de le calculer là. D'accord? J'ai donc repris cette expression dans laquelle j'ai identifié cet élément-là qui est la vitesse de M appartenant à S par rapport à R1. Et ensuite, il va me rester cette dérivée ici et cet élément-là que je vais regrouper en un seul. D'accord? Donc je vais me retrouver ici avec la dérivée de OO1 dans R0 plus oméga de R1 par rapport à R0 vectoriel O1M. Voilà. Donc à partir de là, c'est une histoire de notation. C'est pour ça en fait que j'aurais tendance à vous conseiller de rester sur cette formule-là si vraiment vous voulez faire les calculs pour des cas généraux. Je vais donc avoir, en posant tout ce terme-là, qui est la vitesse de M appartenant donc à S par rapport à R0, je vais me retrouver donc du coup ici avec, appartenant à R1 par rapport à R0, je vais me retrouver avec une loi de composition des mouvements, c'est-à-dire que j'aurai la vitesse de M appartenant à S par rapport à R0, qui est égale à la vitesse de M appartenant à S dans R1, plus la vitesse de M appartenant à R1 par rapport à R0. Donc voilà ici le résultat de la loi de composition des mouvements. D'accord? Donc si vous avez vraiment des calculs à faire, dans des cas notamment un peu tridimensionnels, dans les cas tridimensionnels, je vous conseille plutôt de partir de la formule générale qui est ici. D'accord? Plutôt que de partir sur celle-ci qui parfois pose des confusions, notamment au niveau de l'expression de V qui est ici. D'accord? Dans des problèmes plan sur plan avec des mouvements simples, on peut éventuellement l'utiliser par automatisme une fois qu'on a identifié nos différents vecteurs vitesse. Ça marche très très bien. Sinon, pour des cas où vous êtes moins sûr de vous, repartez de cette formule ici. Donc voilà pour la loi de composition du vecteur vitesse. On a donc fait vitesse de rotation, vecteur vitesse V. On va maintenant passer à la loi de composition du vecteur accélération. Alors, dans ce point numéro 3, nous allons maintenant voir la règle de composition pour le vecteur accélération. Alors, je suis reparti pour le vecteur vitesse de l'expression que j'avais ici, qui est l'expression détaillée que l'on a obtenue précédemment dans le point numéro 2. Et maintenant, je vais la dériver. Donc, je vais devoir dériver ces éléments-là, là et là. Et pour ça, je vais toujours utiliser la même formule de la dérivée vectorielle. C'est un calcul assez long ici que je vais faire en plusieurs blocs pour réussir ensuite à identifier les différents éléments importants. Alors, je vais donc avoir la dérivée de M appartenant à S par rapport à R0 dans le repère R0, donc ça sera mon accélération, qui va se décomposer en la vitesse de M appartenant à S dans R1 par rapport à R0. Donc ensuite, pour la détailler, je vais utiliser la formule de la dérivée vectorielle. Ensuite ici, je vais me retrouver avec la dérivée seconde de O1 sur dt dans R0. Et enfin, la dérivée de l'autre produit vectoriel toujours pareil dans R0. Voilà. Bon, maintenant il va falloir que je détaille cet élément-là et cet élément-là. D'accord? Ça finalement, ça va être l'accélération du point O1 dans le repère 0. D'accord? Donc je vais me retrouver ici avec l'accélération de M appartenant à S dans R0, qui va être égale ici à l'accélération de O1 appartenant à R1 par rapport à R0, plus ensuite cette dérivée-là et cette dérivée-là. Donc pour cette dérivée ici, je vais utiliser la formule de la dérivée vectorielle. C'est donc ici la dérivée du vecteur M appartenant à S dans R1
sur dt dans R1, ce qui va correspondre à l'accélération de m appartenant à s dans R1, plus oméga, ici j'étais dans R0, voilà, plus oméga de R1 par rapport à R0, le vectoriel ici, v de m appartenant à s par rapport à R1, d'accord? Plus ensuite ici, cette dérivée-là, d'accord? Donc ça va être un peu long ici, on va reprendre le calcul sur un autre tableau après. Donc je vais avoir cette dérivée ici, dans R0, vectoriel O1m, plus oméga de R1 par rapport à R0, vectoriel d de O1m sur dt par rapport à R0. Voilà. Donc là, on commence à avoir des gros blocs qui commencent à se développer. J'ai identifié donc l'accélération du point M appartenant à S dans R0, l'accélération de O1 appartenant à R1 par rapport à R0. Cette dérivée vectorielle ici, donc là, en fait, finalement, il va falloir après que je me retrouve avec, donc ici, ça va être l'accélération, pardon, là c'est bien R1 ici, vous corrigez bien, ici c'est R1. Donc là, je vais avoir l'accélération du point M appartenant à S dans R1. Et ensuite, tout un tas d'autres éléments qu'il va falloir que j'identifie après. D'accord? Donc ce que je vais faire maintenant, c'est je vais donc m'occuper de la dérivation de ces termes-là et surtout du terme qui est ici. Alors, j'ai repris où je m'étais arrêté dans le calcul en identifiant l'accélération dans R0, qui est l'accélération de O1 appartenant à R1 par rapport à R0, plus la dérivée du vecteur vitesse que j'avais précédemment, que j'ai renommé en accélération, pour le point M appartenant à S dans R1. Ça, je vais laisser. Ça aussi, je ne peux rien dire sur la dérivée du vecteur vitesse de rotation ici. Je vais donc me concentrer sur ce bloc qui est ici. Donc, je vais laisser cette formule de côté et je vais donc ensuite faire le calcul de ce bloc-là. Je vais donc avoir oméga de R1 par rapport à R0, vectoriel dO1m sur dt dans R0, qui va être égal. Alors, ici, j'ai donc la formule de la dérivée vectorielle que je vais utiliser. Je vais donc me retrouver avec du oméga de R1 par rapport à R0, vectoriel, la dérivée de O1m sur dt dans R1, plus oméga de R1 par rapport à R0, vectoriel O1m. Voilà. Bon, je vais distribuer tout ce produit vectoriel ici. Je vais donc me retrouver dans ce cas-là avec oméga de R1 par rapport à R0, qui va être égal à tout ce bloc-là. Donc là, en fait, ça finalement, c'est une vitesse, hein, c'est la vitesse du point M appartenant à S dans R1. Donc je me retrouve avec oméga de R1 par rapport à R0. Vectoriel, la vitesse de M appartenant à S dans R1, plus oméga de R1 par rapport à R0, vectoriel, oméga de R1 par rapport à R0, vectoriel O1m. Donc voilà, j'ai dérivé ici, je me suis concentré sur tout ce bloc-là. Il va falloir ensuite que je le réinjecte dans cette formule. Donc on va commencer à faire un petit travail d'observation. Donc déjà, j'ai l'accélération du point M dans R0, j'ai l'accélération du point M dans R1, donc ça c'est intéressant. Et ensuite, je vais avoir différents termes que je vais relier entre eux, d'accord? Donc ici, ce que je vais avoir, c'est, je remarque que l'oméga de R1 par rapport à R0 vectoriel V, je le retrouve ici. Donc ce terme-là, il va intervenir deux fois, d'accord? Ensuite, ça, je ne sais pas quoi en faire, donc, je ne sais pas quoi en faire au niveau du calcul, c'est surtout qu'on va le laisser tel qu'il est. Je vais avoir cette accélération que je vais regrouper ici. Et puis enfin, je vais avoir ce terme-là, qui est un double produit vectoriel ici. D'accord? Et donc à partir de là, ça va me permettre d'identifier différents termes d'accélération. Donc si je conclus, dans un premier temps, pour l'accélération de M appartenant à S dans R0, je vais me retrouver à l'obtenir en connaissant l'accélération de M appartenant à S dans R1. C'est-à-dire si j'ai l'accélération de M dans R0, il
faut déjà que je connaisse l'accélération de m dans R1. Ensuite, je vais avoir l'accélération de O1 appartenant à R1 par rapport à R0. Je vais ensuite avoir deux fois, puisque vous voyez le vecteur oméga R1 par rapport à R0 vectoriel F, je retrouve deux fois, donc j'ai du 2 oméga R1 par rapport à R0 vectoriel V de M appartenant à S dans R1. D'accord? Donc cet élément-là, je vais rajouter. Ensuite, il y a cet élément-là ici qui reste non modifié. Et enfin, le dernier élément que je vais avoir, c'est ce double produit vectoriel ici avec oméga. Voilà. Donc ici, en fait, on va voir dans la partie suivante que je vais reprendre cette formule et je vais identifier chacun des éléments. Donc on voit déjà l'accélération de m dans R0, il faut connaître l'accélération de m dans R1, plus tout ce bloc ici, on va voir qu'il correspond à une certaine accélération, et enfin tout le bloc là qui va correspondre à une autre accélération. D'accord? Donc on verra qu'en dynamique, c'est très utile de connaître ces différents éléments-là, d'accord? Parce que du coup, ça va nous permettre de relier ça à certaines forces en fonction des contextes dans lesquels on est, si on est que en translation, que en rotation, ou dans une combinaison de translation et de rotation. Alors nous allons conclure ici sur la composition du vecteur accélération. Donc là, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai recopié simplement la formule du vecteur accélération en différenciant chacun des trois blocs importants que l'on va avoir. Donc si je veux l'accélération de m appartenant à S dans R0, il me faut l'accélération de m appartenant à S dans R1. Donc c'est-à-dire qu'il faut que je sache comment bouge le point M dans le repère R1. D'accord? Et ensuite, je vais avoir tout ce bloc ici qui va correspondre à ce qu'on appelle l'accélération d'entraînement. D'accord? Donc tout le bloc qui est ici, ça s'appelle l'accélération d'entraînement. Et enfin, le dernier bloc qui est ici, c'est ce qu'on appelle l'accélération de Coriolis. D'accord? Donc ce que j'ai là, le dernier bloc ici, c'est l'accélération de Coriolis. D'accord? Donc l'accélération de Coriolis, ça concerne surtout tout ce qui est les rotations. L'accélération d'entraînement, ça va surtout concerner tout ce qui est la translation. D'accord? Et dès que vous avez une composition de translation et de rotation, ces deux accélérations interviennent. D'accord? Donc là, on arrive sur des formules un peu longues à mémoriser. Donc moi, j'aurais tendance à vous conseiller de savoir les retrouver. D'accord? Et surtout de les faire au cas par cas. D'accord? Parce que là, on est dans le cas le plus complet, mais souvent dans les exercices que vous aurez à traiter, il y aura des simplifications. Donc de l'expression du vecteur vitesse, vous pourrez retrouver facilement le vecteur accélération. D'accord? Si après vous êtes en dynamique, vous pourrez du coup remonter grâce à l'accélération d'entraînement à tout ce qui est force d'inertie d'entraînement et grâce à la force de Coriolis à tout ce qui est force d'inertie de Coriolis. Donc voilà pour cette partie sur les lois de composition des mouvements. On a donc vu la composition du vecteur de vitesse de rotation, du vecteur vitesse et enfin du vecteur accélération. Donc ce que je vais proposer ensuite dans les prochaines vidéos, c'est de faire une petite introduction au torseur cinématique, voir quel est cet outil mathématique et comment est-ce qu'on peut l'utiliser.